Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignaient ici au Conseil économique, social et environnemental, le CESE à Paris, pour cette 8e édition des rencontres des acteurs publics. Vous le savez, chaque année, nous sélectionnons 36 projets novateurs en matière d'action publique. Et puis, il y a un deuxième round au mois de décembre où on connaît les lauréats. Alors, pendant ces 3 jours, on profite de l'occasion pour vous présenter ces projets. Et avec nous aujourd'hui, 2 personnalités du secteur hospitalier. Philippe Marin, bonjour. Vous êtes directeur des études à l'École des hautes études en santé publique. Et puis, en face de vous, Valérie Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la communication de l'hôpital Foch de Suresnes. Alors, vous venez tous les deux pour 2 projets un petit peu différents. Vous, Valérie Moulin, vous venez pour un réseau social que vous avez créé pour les patients de votre hôpital. Et puis vous, Philippe Marin, vous venez nous présenter une université du numérique, j'ai envie de dire, un MOOC, que vous avez mis en place ces derniers mois. Alors peut-être avec vous, Valérie Moulin, on va commencer sur ce projet de réseau social. En quoi consiste ce projet ? En fait, on a créé à l'hôpital Foch un réseau social pour les patients. Donc on peut appeler ça un Facebook interne, pour permettre aux patients de communiquer entre eux quand ils ne peuvent pas sortir de leur chambre, ou alors quand ils reviennent de façon régulière, de se retrouver et de se rencontrer. Alors vous avez commencé, je crois, par la pneumologie, le service de pneumologie. Oui, tout à fait. En fait, on avait l'idée du départ, on a travaillé sur un plan stratégique de l'hôpital qui est très axé sur les nouveaux services qu'on peut offrir aux patients, au-delà des soins, bien sûr. Et donc, on a décidé de créer ce réseau parce que ça nous semblait important que les patients, d'offrir un nouveau service aux patients. Et donc, comme on a des patients longue durée à Foch, notamment donc tous les patients en attente de greffe, de lancer l'expérience dans le service de pneumologie. Donc voilà, qui était équipé de terminaux multimédia, d'où aussi l'expérience. Voilà. D'accord. Vous, Philippe Marin, comment est née cette idée d'un MOOC ? Alors nous sommes membres fondateurs de l'Université de Sorbonne Paris-Cité, qui regroupe 4 grandes universités parisiennes et 4 grandes écoles, et qui a lancé un appel à projets innovants, permettant à ces établissements fondateurs de pouvoir bénéficier d'une aide pour développer des projets pédagogiques innovants. Donc là, il s'agissait d'un cours massif en ligne ou d'un cours de type MOOC. Il y a 50 programmes en gros, je crois. Voilà, qui vise sur 6 semaines à exposer ce que nous faisons en matière de santé publique et les connaissanses et les savoirs que nous faisons acquérir à nos stagiaires. Donc de mai jusqu'au mois de juillet, c'est ça ? Voilà. Qui visez-vous en termes de public ? Il a ouvert le 4 mai et il se terminera le 12 juillet sur 6 semaines, avec un enseignement qui nécessite 2h30 par semaine de mobilisation pour les stagiaires et 7800 inscrits qui se sont lancés dans l'aventure avec nous. Alors l'idée de ce MOOC est double. D'une part, c'est permettre de fédérer nos équipes pédagogiques, puisqu'il n'y a pas un seul intervenant, mais il y a plus de 30 intervenants, 50 capsules vidéo que nous avons réalisées. Et la deuxième idée, c'est de faire connaître nos activités, de faire connaître le champ de la santé publique en France et à l'international, et donc de pouvoir permettre de banaliser, de diffuser les connaissances que nous transmettons habituellement à nos élèves, étudiants et stagiaires. Dans vos 2 projets, il y avait aussi un enjeu de communication ? Oui, on a fait le choix de favoriser la communication entre le patient plus que de faire passer des informations sur l'hôpital, en fait. Parce que l'idée du réseau social qui s'appelle My Hospi Friends est née d'un patient à la base, qui s'appelle Julien Artu et qui avait été patient et qui, en sortant de l'hôpital, avait dit il manque un moyen de communication entre les patients parce que moi, je ne pouvais pas bouger de ma chambre pendant un certain temps. Et donc, il manquait ça. Et donc, aujourd'hui, nous, on a repris cette idée à la base et on n'avait pas envie de donner le livret d'accueil, faire passer des informations sur les soins, etc. Donc, c'est vraiment de la communication sur, vraiment interpatient, sur du hobby, voilà. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres, justement, pour arriver un petit peu à comprendre un petit peu ce phénomène ? Aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer le nombre de profils créés parce que donc c'est vraiment le patient arrive, il crée un profil, il se reconnecte quand il revient.
On a eu plus d'une centaine de profils de créés. Aujourd'hui, on a par contre 17 minutes, par exemple, de temps de connexion par patient. On a 23 400 pages vues, un échange de 3000 photos. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien, ça tourne bien. Vous, c'est 2h30 en moyenne, hein, voilà, par personne. Par semaine. Par semaine, oui. Alors, je voulais revenir sur la communication pour indiquer que c'est bien sûr un sujet de communication, mais c'est aussi un axe stratégique de notre projet d'établissement. C'est-à-dire, l'idée, hein, c'est d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'utiliser le numérique comme un nouvel enjeu dans la transmission des savoirs et des enseignements. Et également l'idée aussi de capter et d'avoir accès à un public qui n'est pas forcément un public qui nous connaît ou qui nous a repérés. Avec ce projet, vous capitalisez beaucoup sur l'autorité de l'HESP, parce qu'en fait, hein, ces élèves, on leur donne à la fin une attestation de présence. Absolument, hein. Oui. Donc ça tourne beaucoup autour de l'autorité, aussi voilà, la force. Hein, c'est un MOOC qui effectivement donne lieu à la délivrance d'une attestation de présence pour ceux qui ont suivi les cours, sans faire référence à une évaluation. Hein, mais il est bien évident qu'il n'y a pas d'évaluation et donc pas de crédit CTS au sens strict du terme des enseignements. Alors sur les personnes qui nous ont suivis, il y a 15% environ d'étrangers, une population qui est plutôt de niveau de diplôme master ou doctorat, c'est-à-dire plus de la moitié de l'effectif et de niveau d'enseignement supérieur, de diplôme de niveau 1. Et par contre, le champ de la santé publique étant par définition un champ pluridisciplinaire et pluriprofessionnel, à l'image de l'équipe qui s'est fédérée pour créer ce MOOC-là et le faire vivre et l'animer, nous avons un panel relativement large de disciplines et de personnes d'origine et de disciplines académiques assez différentes. Alors tous les deux, ces deux projets, ça représentait aussi un enjeu de transformation interne. Pour vous, comment ça s'est passé un petit peu et comment a réagi le personnel lorsque vous avez lancé cette idée-là? Ils m'ont un peu traité de folle parce qu'ils ont eu peur. La première réaction, c'était la peur en me disant « vous ne pouvez pas lancer un réseau social, les patients vont discuter de la qualité des soins, vont parler de nous entre eux, ça va être catastrophique ». On leur a prouvé le contraire parce que finalement les patients discutent de tout sauf des soins et du personnel soignant. Et ce réseau a plutôt servi au personnel soignant. Il occupe le patient aujourd'hui. Il lui permet de lui penser à autre chose parce que la télévision, ça va bien un moment, mais enfin c'est assez restreint. Et donc, du coup, il ne pense plus à appeler l'infirmière pour le retard de 5 minutes sur une prise de sang, ou etc. Voilà. Et le deuxième blocage que nous, on n'a pas rencontré, c'est les DSI. Parce que dans les hôpitaux, les DSI sont très très stricts et on avait à l'époque un DSI ouvert à la communication. Donc nous, on n'a pas rencontré de problème, mais je sais qu'il y a des hôpitaux qui nous ont suivis pour lesquels c'est le principal blocage aujourd'hui. Pour vous, l'enjeu de transformation interne, c'est qu'il a fallu mobiliser en interne une équipe, il a fallu que des enseignants s'intéressent à des nouvelles technologies, la transformation en quelque sorte par le numérique. Voilà. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé. Il y a deux enjeux, je pense, essentiels dans cet exercice. Le premier, c'est celui de la transformation des méthodes pédagogiques, des méthodes de transmission, de savoir et d'acquisition par les personnes qui suivent, les stagiaires, les étudiants ou les élèves. Utiliser la caméra il a fallu faire des vidéos, concrètement, voilà, il a fallu faire des vidéos, donc les enseignants ont dû s'y mettre. L'utilisation de la caméra, c'est une formidable outil, mais en même temps, c'est une contrainte. Ça nécessite d'avoir un message beaucoup plus dépouillé, peut-être beaucoup plus rapide, et donc par là même, ça transforme la méthode de transmission du savoir. Deuxième élément, ça permet de travailler en équipe pluriprofessionnelle avec des techniciens du multimédia. C'est un élément très important. Nous avons une cellule multimédia, nous avons un centre de ressources et d'appui au développement pédagogique dans l'établissement qui a joué un rôle majeur, un catalyseur de l'intervention des différents enseignants, puisque nous avons dû scénariser le déroulé du MOOC avec plus de 30 intervenants. Et le troisième élément, c'est dans la transmission des savoirs et dans les rapports avec le public, finalement, et avec les enseignés, les personnes enseignées, nous avons en face de nous, si l'on peut dire, des personnes qu'on ne connaît pas ou avec lesquelles les itérations sont beaucoup moins simples et beaucoup moins directes que quand on est dans une salle de cours. Je précise que contrairement à ce qui peut se faire aux États-Unis, vous, c'est totalement gratuit. Hein. Oui, c'est un MOOC qui est gratuit. En France, la plateforme France Université Numérique qui héberge notre MOOC et qui a hébergé beaucoup de MOOC français est une plateforme qui travaille sur la base d'une activité gratuite. Justement, on est sur des questions de coûts. Vos projets, Valérie Moulin, quelle était la mise de départ ?
Peu, parce qu'on était hôpital pilote. Et donc, ça nous a pas coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il faut, enfin, c'est pas c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Le budget maximal en fonction du nombre de lits de l'établissement, parce que ça fonctionne comme ça, c'est 10 000 €, donc c'est pas des gros budgets. En termes de coût d'installation, ça coûte absolument rien. Déjà, le réseau est hébergé à l'extérieur. Le seul coût que ça peut générer, c'est si l'hôpital n'a pas le Wi-Fi et n'est pas équipé de Wi-Fi. Donc nous, on est sur ce projet-là pour l'année qui arrive, c'est d'installer le Wi-Fi à l'hôpital. Là, ça va générer du budget. Mais aujourd'hui, les patients se connectent surtout avec leur propre téléphone, tablette et à travers la 4G, parce qu'on a la 4G à Suresnes. Donc voilà. Est-ce que des patients franchissent le pas de la rencontre humaine, j'ai envie de dire? Oui. Ils se donnent des rendez-vous, notamment on a des rendez-vous, des ateliers d'origami qui se sont organisés, surtout sur les patients chroniques, en fait, qui reviennent régulièrement, et donc pour les chimios, etc., ils se redonnent des rendez-vous à la cafétéria, voilà. D'accord. Ce n'est pas cher et ça va rapporter gros, en ce sens qu'il y a une mise de fonds relativement modique au départ. On a utilisé beaucoup de ressources que nous avons en interne. 75 000 €, je crois, pour votre projet au départ. C'est un enjeu stratégique pour l'école. Et enfin, nous avons eu une aide de l'Université de Sorbonne Paris-Cité dans le cadre de l'IDEX, qui nous a permis de couvrir plus de la moitié des coûts. Ce qui est très intéressant, au-delà de l'investissement direct, c'est l'investissement intellectuel que cela représente et la transformation en matière de méthode pédagogique que cela va induire. Parce que la matière que nous avons aujourd'hui, nous allons pouvoir la réutiliser, nous allons pouvoir la faire vivre, l'adapter. On imagine aujourd'hui peut-être de le transformer, d'en faire peut-être nôtre. Oui, parce que c'est ça, j'avais envie de dire, il y a un côté, un retour d'expérience. On est sur quelque chose qui a fonctionné du mois de mai jusqu'au mois de juillet, donc c'est pas tout à fait terminé. Il va y avoir, j'imagine, une V2, une version 2. Exactement. Je pense qu'au départ, vous évoquiez les difficultés. C'est vrai que les équipes enseignantes, au départ, étaient prudentes par rapport à l'idée de transformer finalement les méthodes de transmission traditionnelles du savoir. Et là, je crois pouvoir dire que c'est une vraie réussite en interne, parce que ça a mobilisé les équipes. Le rendu est tout à fait honorable et tout à fait intéressant et tout à fait valorisant pour notre école. Et donc à ce titre-là, ça représente au fond le premier pas et peut-être le plus difficile à faire. Et donc ça devient aussi un enjeu interne, puisqu'il va continuer de falloir mobiliser les personnels autour de ça, des personnels qui ne travaillent pas forcément ensemble. C'est tout à fait évident que la révolution du numérique est maintenant inéluctable. Je pense que dans les établissements d'enseignement, dans les établissements où on transmet, on ne va plus pouvoir faire sans le numérique, ne serait-ce que parce que nos élèves, nos étudiants vivent dans cet univers et viennent de cet univers. Donc à partir de là, c'est une révolution qui est véritablement aujourd'hui incontournable. Et d'autre part, ça permet de s'interroger sur les méthodes pédagogiques. J'évoquais le rôle de la cellule d'appui pédagogique sur la réflexion que nous devons avoir sur la transmission des savoirs et sur le but finalement que l'on souhaite atteindre. Entre le cours ex cathedra traditionnel et des transmissions telles que le MOOC ou telles que les cours à distance, on a un univers qui change. Il y a un enjeu de fidélisation, parce que combien de gens on a au début du programme et combien on a à la fin, c'est ça aussi. Oui, alors il faut être modeste et effectivement il est très important de préciser que dans les MOOC, en général, entre les inscrits au départ et ceux qui vont jusqu'à la fin, on peut quelquefois être à 5%. Nous serons à 15%. Donc il y a une déperdition en ligne parce que l'offre de MOOC, il suffit d'aller sur la plateforme France Université Numérique pour voir qu'ils y sont nombreux et sur des sujets extrêmement divers. Et donc il peut y avoir une forme de zapping de la part des personnes qui s'inscrivent pour suivre les MOOC. Donc ce sera aussi un enjeu d'arriver à comprendre pour les prochaines éditions comment trouver une cible qui soit peut-être plus fidèle. Nous n'avons pas encore analysé complètement les résultats et ça fait partie des travaux que nous allons faire en juillet et en septembre. Valérie Moulin, vous, c'est la relation à l'usager, au patient qui est totalement revue. Vous avez été imité depuis par d'autres établissements. Est-ce qu'on prend des conseils chez vous? On m'a appelé pas mal. En fait, les directeurs de la communication des autres établissements m'ont appelé pour savoir si ça fonctionnait. Je crois, hein. Comment? Vous avez eu pas mal de retombées presse. On a eu pas mal de retombées presse. En fait, au départ, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont mis beaucoup de temps à se lancer, qui ont attendu que quelqu'un se lance. Nous, on s'est lancé en 3 jours. Parce que j'ai vraiment cru au projet au départ et je suis très très contente d'avoir lancé parce que j'y crois encore. Et du coup, ça a provoqué un déclic et les autres hôpitaux se sont lancés derrière, mais ils m'ont d'abord appelé pour savoir si ça causait pas de soucis et si le personnel suivait.
et le personnel soignant suit. Donc ça c'est une vraie crainte. Ouais, ça c'est une vraie crainte. Ouais. Au niveau des résistances, on a peur de la réaction du personnel, voilà, alors que finalement on se rend compte que ça le soulage. Mais finalement l'hôpital est assez traditionnel dans ses méthodes et dans sa manière de fonctionner. Donc dès qu'on lance quelque chose d'un peu novateur, le personnel a été habitué comme ça, a été élevé comme ça. Et donc c'est toujours un peu la première réaction qu'on a à tous les projets novateurs qu'on lance, c'est oula, attention, faites attention à ce que vous faites. Tout en sachant que ça ne leur demandait pas d'investissement personnel à ces équipes, c'était plus une réaction en termes d'image peut-être. Oui, et puis vraiment, je vous dis, de crainte de discussion sur eux, sur les, voilà, ouais. C'était juste ça, quoi. C'était l'image. Voilà. Vous avez rencontré des résistances en interne? Oui, il est évident que pour un enseignant-chercheur qui est habitué à faire un cours qui fait 40 heures, lui demander de synthétiser sa pensée en quelques minutes, c'est un exercice, presque une trahison, presque. Voilà, c'est un exercice extrêmement difficile. Et donc par là même, effectivement, il peut y avoir des résistances de cette nature-là. L'autre élément, c'est que ça change la nature de la relation et du rapport entre la personne qui enseigne et la personne qui est enseignée. On enseigne virtuellement à une personne qu'on n'a pas forcément rencontrée. Alors, nous avons eu l'occasion d'organiser de l'interactivité et des retours. Sur la 5e semaine, par exemple, nous avions un exercice où nous demandions à ceux qui suivaient le MOOC de créer une communauté et de préparer la description d'un parcours de santé avec un exemple particulier et précis et d'organiser un forum et une interactivité entre les personnes. Nous demandons également aux personnes de nous faire une vidéo en 180 secondes sur les défis de notre système de santé en France tel qu'ils les voient. Et donc, on va ensuite se réunir en jury et le primer. Je crois qu'à la fin, il y aura un côté un peu plus humain, hein, où il n'y aura plus le rapport à l'écran, mais là, les gens vont venir se rencontrer. Et on invitera les personnes qui auront été primées ou la personne qui aura été distinguée à l'école à l'occasion d'une manifestation sur les 70 ans de notre école. Un mot de conclusion, Valérie Moulin ? Oui, je voulais juste revenir sur les craintes. Il faut les minimiser parce que je pense qu'un patient aujourd'hui, s'il a envie de dire du mal de personnel soignant ou il va aller sur Facebook et il va se lâcher sur les réseaux sociaux nationaux et pas sur un réseau social interne. Et c'est comme ça qu'on a rassuré les gens. En tout cas, je pense que le numérique est l'avenir de l'hôpital aussi. On est tous en train d'y passer, même sur les programmes d'e-learning, hein, des programmes d'e-learning pour les patients, etc. Et je pense que c'est vraiment l'avenir aujourd'hui. Yves Marin ? Oui, c'est un exercice de participation sociale au sens large. Donc le premier pas compte et peut-être le plus important. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'ancrer dans la culture et arriver à transformer ce qui reste une expérience un peu exceptionnelle en quelque chose qui va se banaliser. Le développement du numérique est aujourd'hui inéluctable. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos projets. Le colloque continue sur Acteurs Publics TV. À bientôt. Merci. Merci.